20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Les titres dans un instant. La fin du calvaire pour les élèves. L'année scolaire, du moins ce qu'il en reste, sauvée de justesse grâce aux médiations réussies de Tivaouane et Touba. Un dénouement que la Confédération des syndicats autonomes approuve. Toutefois, elle demande au mouvement syndical de revoir sa stratégie en termes de lutte. Les précisions de son secrétaire général Mamadou Diouf dans un instant. Autre déclaration, celle de Martar Dabo, le secrétaire général du syndicat des cadres et employés de l'administration, demande au chef de l'État de limoger le ministre de l'Éducation nationale. Il nous dit pourquoi au cours de cette édition. Hissène Habré doit être libéré. Son avocat récuse la légitimité des chambres africaines extraordinaires. Ibrahima Diawara était en conférence de presse. Les détails dans un moment. Autre conférence de presse, celle de Benno Siggil Sénégal. Ses leaders accusent l'inspecteur des impôts Ousmane Sonko d'orchestrer une cabale contre le président de l'Assemblée nationale. Ces leaders se sont également prononcés sur la libération de Karim Wade, une thèse qu'il approuve pourvu qu'elle soit fondée sur le respect de la loi. Rio 2016, premier galop d'entraînement des Lions du basket. Leur entraîneur affiche la confiance. Il dit compter sur l'apport des joueuses qui évoluent dans les clubs à l'étranger pour renforcer les capacités de son équipe. La suite, ce sera dans la page des sports. Et puis, Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS, est l'invité du 20h. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Une interview à suivre tout juste après cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite donc avec cette nouvelle qui a certainement soulagé le Sénégal dans son ensemble. Ça y est, c'est le dégel après une longue période de conflit. Syndicalistes et gouvernement fument le calumet de la paix, des solutions obtenues grâce à l'intervention de Tivaouane mais aussi Touba, arrivé en sapeur-pompier pour sauver ce qui reste de l'année scolaire. Un dénouement qui agrée Mamadou Diop Castro. Toutefois, le syndicaliste déplore le peu d'intérêt accordé aux organes qui sont censés justement rétablir la paix sociale. Aminata Mbaresso l'a rencontré, reportage. Tivaouane et Touba décrochent un compromis avec les syndicats grévistes. Mamadou Lamine Dianté et ses camarades acceptent enfin de rendre les notes des compositions du premier semestre à l'administration des écoles, un dénouement de la crise grâce à des guides religieux. Les syndicats ont mis une croix sur le comité, le gouvernement a mis une croix sur le comité et c'est une autre instance de recours qui a permis de résoudre le problème. C'est ça qui est regrettable. Il faut se féliciter de leur intervention et des résultats auxquels ils sont parvenus, mais il faut le regretter et déplorer le fait que et le gouvernement et les syndicats ne croient pas aux structures de régulation sociale institutionnelle. Soulagement pour toutes les parties prenantes. La suite des événements, Mamadou Diop Castro veut que cette entente soit institutionnalisée. L'informel peut aider, mais c'est circonstanciel et c'est provisoire. Alors que quand le dialogue repose sur des structures institutionnelles, c'est plus durable et ça se construit. C'est à ce titre que ce que nous avons pu obtenir aujourd'hui avec les chefs religieux doit se poursuivre par la convocation d'une réunion entre le gouvernement et les organisations syndicales parce qu'il faut trouver des modalités de gestion de la future paix sociale. Pour cette fois, il veut qu'il y ait une résolution pour de bon des problèmes qui assaillent l'enseignement public. Mamadou Diop Castro veut également une synergie des actions dans la recherche de solutions des crises scolaires. Et après la médiation réussie d'Abdoulaziz Sy Al Amin, les syndicalistes ont donc rencontré le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. Des interventions et sollicitations qui ont poussé les enseignants grévistes à se résoudre à abandonner la rétention des notes, mais aussi lever leur mot d'ordre de grève. Nous écoutons Mamadou Lamine Dianté du Grand Cadre. Il est au micro de Mohamed Diop et Alassane. Avant de venir ici à Touba, nous avons rendu visite au porte-parole du Khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin, qui, comme les autres autorités religieuses et coutumières, tout en donnant totalement raison aux enseignants, mais également a tenu compte des préoccupations de tout le peuple, de l'angoisse qui s'est emparée des parents d'élèves et de l'inquiétude de nos élèves.
ils nous ont fait une requête au nom de toutes les familles religieuses. Arrivés ici à Touba, nous avons été bien accueillis par Seigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, qui, comme tous les Sénégalais le savent, nous a réitéré qu'il ne fait que transmettre les paroles de Seigne Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides, qui également s'associe à tous les autres pour demander à ceux qui peuvent décrisper la situation d'accéder à leurs demandes et que désormais il leur revient à eux également d'entamer des démarches pour que aucune des parties ne s'en sorte lésée. Nous avons naturellement accédé à la demande de toutes ces autorités. À présent, la réaction de Serigne Bassirou Abdou Khadr. Il se réjouit de cette issue heureuse au nom du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, dont il est le porte-parole. Ces propos recueillis par Mohamed Jojo et Talla Samb ont été traduits par Daniel Diouf. Écoutons-le. Nous vous remercions tous. Je rappelle qu'une première rencontre a déjà eu comme cadre mon domicile à Dakar, accompagné de quelques-uns des leurs. Après les avoir écoutés, je leur ai dit que la meilleure démarche de médiation, c'est d'abord d'entendre les différentes parties pour savoir ce qui les oppose vraiment. Cette étape franchie, je me suis rendu compte que le fond du problème, ce n'est rien d'autre qu'une incompréhension de part et d'autre et l'absence de discussion. Mais j'avoue que si les deux parties se concertent, il y aura une solution à la crise. Et c'est dans l'intérêt de tous, aussi bien des enseignants, du gouvernement que des victimes de cette crise, les élèves notamment. Je leur ai même rappelé ce que Cheikh Mohamedou Fadil a une fois dit à feu Léopold Sédar Senghor. Deux choses dans cette vie restent préjudiciables au monde, le fait d'imposer l'impossible et celui de refuser de se conformer aux recommandations divines. Serigne Saliou Mbacké disait aussi que sur la voie tracée par Khadim Rassoul, on ne trouve point de déception. Et même si elle approuve ce dénouement de la crise scolaire, la Confédération des syndicats autonomes pense que la corporation doit imposer à présent une nouvelle forme de revendication syndicale, si toutefois elle veut continuer à avoir du crédit auprès des autorités, mais aussi de l'opinion publique. Mamadou Diouf, le secrétaire général, était l'invité du 13h de la TFM. Nous l'écoutons avec Adi Atala. Il faut savoir arrêter une grève. Et donc, je pense que si tout le monde le comprend ainsi, il faut maintenant qu'on aille dans le sens de la consolidation de la paix. Il faut que cette situation nous éclaire un peu, nous ouvre les yeux. Il a fallu l'intervention des chefs religieux pour que le mot d'ordre soit levé. Il faut que cela nous ouvre les yeux sur la façon dont nous gérons nos revendications, sur la façon dont nous gérons nos stratégies de lutte, pour demain davantage crédibiliser le mouvement syndical. Je crois qu'il est temps de réinterroger nos démarches et nos stratégies syndicales. Il est temps de réinterroger notre discours syndical pour pouvoir, à chaque étape, parler à notre base et tenir à notre base également le langage de la vérité. Il est important donc que gouvernement comme syndicats du reste, nous ne soyons pas prisonniers de notre propre discours. Nous sommes des organisations démocratiques, mais l'ultra-démocratisme également nuit à la démocratie syndicale. Et je vous le disais au début de cette édition, l'intervention des chefs religieux dans la crise scolaire a été saluée par les Sénégalais. Ceux qui ont bien voulu parler à nos reporters estiment que ces guides religieux jouent bien le rôle de régulateur social qu'on attend d'eux. Toutefois, certains déplorent que ces médiations soient intervenues sur le tard. Dissa Prera. La crise scolaire en passe de trouver solution, l'année académique sauvée, les interventions des chefs religieux de Touba et de Tivaouane sont passées par là, une nouvelle situation saluée par bon nombre de Sénégalais. Les religieux ont fait une bonne intervention, sinon ils allaient tous être radiés. Grâce aux religieux, les enseignants peuvent sauver leurs emplois. À chaque conflit, on faisait appel aux religieux. Je pense que les enseignants doivent écouter l'avis de ces religieux.
L'intervention de religieux dans la vie sociale, dans les différents conflits, une attitude pas nouvelle au Sénégal. Mame Abdou Aziz Sy Dabakh jouait un véritable rôle de régulateur social, surtout dans les moments de grande crise. Auparavant, en cas de problème, Mame Abdou Dabakh lançait un appel au calme et tout rentrait dans l'ordre. L'intervention de religieux est saluée, certes, mais certains citoyens déplorent son retard. Pour d'autres, le seul fautif dans cette histoire reste l'État du Sénégal. Les religieux auraient pu intervenir plus tôt, on n'en serait pas à ce stade. Les religieux ont beau parler, mais l'État va faire la sourde oreille. L'État doit tenir ses promesses. Pour rappel, les enseignants ont levé leur mot d'ordre. Le gouvernement, lui, sursoit aux sanctions annoncées, des avancées obtenues grâce à la médiation de Touba et de Tivaouane. Et nous restons toujours avec ce sujet, malgré qu'un consensus ait été trouvé entre État et syndicats d'enseignants. Le syndicat des cadres et employés de l'administration demande au chef de l'État de démettre le ministre de l'Éducation nationale de ses fonctions. Makhtar Dabo, secrétaire général de la corporation, pense que cette mesure s'impose pour apaiser le climat social. Déclaration faite au cours d'une rencontre à laquelle le SAMES et d'autres syndicats ont participé. Un compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Martien. Près de 5000 enseignants grévistes menacés de radiation. Des syndicats comme le SAMES et celui de l'administration se solidarisent et portent le combat. Il est question, dans un contexte de dialogue national, d'appeler les différentes parties autour des tables et de trouver des solutions, en tout cas heureuses, par rapport aux crises du secteur de l'éducation. L'État est revenu pour brandir la sanction de la radiation de ces syndicats et nous avons vu que c'est une menace pour tout le personnel de l'administration. Parce que nous avons une histoire avec l'administration sénégalaise où en 1987, tous les policiers du Sénégal ont été radiés. Le combat, c'est aussi la préservation des libertés syndicales. Pour nous, SAMES, il est hors de question en tout cas qu'on puisse en tout cas céder à cette tentative de menace. Et c'est un appel en tout cas à tous les syndicats. Le Sénégal a prôné toujours dans le cadre de ses relations de travail la concertation et la négociation collective. Aujourd'hui, si nous brisons cette opportunité de la concertation et de la négociation collective, cela nous ramène à réduire les libertés syndicales de ces travailleurs. Au-delà de la concertation, Makhtar Dabo demande au chef de l'État de relever le ministre de l'Éducation nationale de ses fonctions. On ne dit pas qu'il le licencie, il peut le mettre à d'autres responsabilités, mais qu'il le relève de ce ministère. Ce ministre ne peut plus être l'interlocuteur d'aucun agent de l'administration. Ces syndicalistes saluent par ailleurs la démarche des chefs religieux, début d'apaisement du climat social. D'autres négociations sont aussi annoncées dans les secteurs de la santé et des impôts et domaines. Et de l'éducation, nous passons à la justice. Hissène Habré doit être immédiatement libéré. C'est l'avis de son avocat, Ibrahima Diawara, qui a fait face à la presse ce lundi. Une exigence que l'avocat justifie en citant le juge Amady Diouf, membre des chambres africaines extraordinaires, qui aurait confirmé l'irrégularité de cette juridiction dont il fait pourtant partie. Les détails de sa conférence de presse, c'est dans ce compte-rendu d'Alassane Ba et Mardien. C'est le juge Amady Diouf qui est pointé du doigt. Selon les avocats de Hissène Habré, l'ex-conseiller technique du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sidiki Kaba, ne remplit pas les conditions pour siéger au niveau de la cour d'assises des chambres africaines extraordinaires. Amady Diouf ne remplit pas les conditions légales qui ont été fixées par l'article 11.5 parce que celui-ci n'a jamais, durant sa carrière, exercé des fonctions de juge. Il a été, au moment de sa nomination, conseiller technique du ministre de la Justice qu'il a désigné à ce poste
en violation d'une autre disposition du statut, parce que si vous vous rappelez bien, les juges devaient être choisis par le président de la Commission de l'Union africaine sur présentation d'une liste du ministre de la Justice. Une juridiction irrégulière qui a rendu une décision irrégulière, c'est le sentiment du conseiller de l'ancien président tchadien. Par conséquent, il demande la libération immédiate de Hissène Habré. Nous constatons que donc, aujourd'hui, la détention du président Habré repose sur une décision nulle et non avenue. Ibrahima Diawara et compagnie alertent l'opinion nationale et internationale. Ils interpellent directement le président Macky Sall pour corriger cette irrégularité. Nous appelons à ceux qui ont voulu organiser ce procès, notamment au président de la République Macky Sall. Cette grave irrégularité ne peut plus assurer un procès juste et équitable. Et nous voudrions qu'il ne cherche pas à couvrir les irrégularités qui ont été commises par son ministre de la Justice. Si rien n'est fait d'ici 48 heures, Ibrahima Diawara et ses collaborateurs vont informer sur ce qu'ils feront. Et nous parlons de tout à fait autre chose à présent. Les sachets plastiques toujours en circulation malgré l'entrée en vigueur de la loi contre leur usage, mais aussi leur vente. Une situation qui pousse le ministre de l'Environnement à inviter les services des douanes et du commerce à mieux s'investir pour une meilleure application de la loi. Abdoulaye Bibi Baldé est au micro de Nafissatou Silla et Tierno Laurent Mendy. Nous n'avons pas peut-être fini de mettre en place l'ensemble des textes d'application. Les décrets d'application ne sont pas pris. Mais je pense que l'objectif pour nous, avec cette loi, c'est de sensibiliser. Les Sénégalais sont sensibilisés, suffisamment sensibilisés d'ailleurs. Le secteur privé s'organise. Vous savez, il faut du temps. Quand la loi offre des opportunités aussi, il faut des temps d'adaptation, des résistants, des plans d'investissement. Et il y a beaucoup d'initiatives qui proposent des solutions alternatives. La loi est en train de faire ses effets petit à petit, mais effectivement, il y a quelques sachets qui traînent encore. Mais le gouvernement va, avec l'ensemble des services, commerce, douane, va essayer vraiment de gérer ce. Et puis, avec les textes qu'il faut, et au moment venu, vraiment, on n'hésitera pas à sanctionner, à corser les sanctions. Conférence de presse des leaders de Benno Siggil Sénégal, occasion saisie par ses membres pour se prononcer sur un certain nombre de sujets qui font l'actualité. D'abord, la polémique autour du non-paiement des impôts, une polémique que ses membres jugent tout à fait infondée. Ils accusent d'ailleurs Ousmane Sonko, l'inspecteur des impôts, d'avoir orchestré une cabale contre Moustapha Niasse. Autres sujets qui ont retenu leur attention au cours de ce face-à-face avec la presse, la crise scolaire. Les membres de Benno Siggil Sénégal se félicitent du dénouement. Et pour ce qui est de l'affaire Karim Wade, ils disent oui à la libération pourvu que la loi soit respectée. Pape Faragning était de la rencontre compte rendu. Benno Siggil Sénégal qualifie de politique politicienne et de cabale contre Moustapha Niasse les accusations de détournement d'impôts portées sur l'institution qu'il dirige. L'Assemblée a la particularité quand même d'être une institution fortement politique et celui qui porte le débat est un responsable de parti politique. Donc on sait qu'il fait de la surenchère, il fait de la politique politicienne. C'est ça qu'on a dénoncé. Mais il faut vous rassurer, toutes les mesures sont prises au niveau de l'Assemblée en termes d'enquête, puisque quand un problème se pose, l'homme qui tient actuellement l'Assemblée est un féru quand même de l'administration sénégalaise. Même si Decon voit dans le dialogue national un deal destiné à faire libérer Karim Wade, les leaders de Benno Siggil Sénégal ne trouvent aucun inconvénient dans la démarche. M. Karim Wade a été accusé de faits précis, a été jugé, a été condamné. Maintenant, ce qui peut être, c'est qu'il soit élargi selon certaines conditions, gracié ou bien même amnistié. Quand le problème va se poser, ceux qui doivent en prendre la décision précise peuvent la prendre. Mais pour nous, vraiment, on n'a pas de fixation sur cette question-là. Le président de la République a ses pouvoirs discrétionnaires. Quand il les utilise, alors nous sommes solidaires de tout ce qu'il pourra faire. Benno Siggil Sénégal se félicite aussi du dénouement de la crise scolaire. Mais la crise était tellement profonde qu'il fallait encore davantage creuser et on était dans les dispositions de le faire. Et c'est pourquoi on félicite vraiment ceux qui sont à la base du dénouement et souhaitons que ce dénouement soit consolidé
aussi bien par les acteurs que sont les enseignants en général, mais aussi l'État. Mais que nous tous, nous soutenions cela. Cette coalition reste ouverte au renforcement du camp présidentiel. Elle apporte aussi son soutien au président de l'Assemblée nationale. Allez, parlons politique à présent avec Saint-Louis qui accueille la plateforme Sénégal Avenir Bignou Begue dans le cadre de ses tournées politiques. Sur place, les membres de ce parti se sont exprimés sur la crise qui sévit actuellement au sein de l'école sénégalaise et ils ont conseillé justement au gouvernement de ne pas exécuter les menaces à l'encontre des enseignants. Nous écoutons Mohamed Salsaou, il est membre de la plateforme, il est au micro de nos correspondants Ousseynou Diop et Ayub Sek. Nous pensons que l'État, puisque à plusieurs reprises il avait fait des promesses, signé des accords, etc., que ces accords le liant devraient se donner les moyens de véritablement dénouer cette crise-là. Étant entendu aussi que les syndicats ont une part de responsabilité aussi et qu'ils devraient savoir que même si on négocie en force, il faudrait éviter de faire de nos enfants des otages et donc un équilibre doit être trouvé. Ceci dit, ce qui est surprenant au niveau de l'État, c'est que au moment même où l'on prétend qu'on n'a pas les moyens pour satisfaire des revendications, on voit qu'il y a des dépenses qui sont faites à côté de manière inconsidérée. Parlons environnement à présent. Notre capitale, Dakar, abrite la 5e session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Les 11 pays du tracé sont actuellement en conclave pour trouver un moyen d'accélérer la lutte contre la désertification, mais aussi le dessèchement des sols. L'objectif de ces nations de la zone sahélo-saharienne, c'est également de participer et de développer plutôt de nombreuses activités autour du fameux concept de la Grande Muraille Verte. Nafissatou Silla et Tierno Laurent Mendy pour le compte-rendu. Les statistiques internationales démontrent que la région sahélo-saharienne est très vulnérable en termes de désertification. Chaque année, on enregistre une perte du couvert végétal d'1 800 000 hectares. Une solution ne serait pas de refus pour les pays de la zone sahélo-saharienne. Le projet de la Grande Muraille Verte est une des solutions les plus pertinentes à cette problématique. Il permet une gestion intégrée des défis environnementaux et climatiques dans un cadre de coopération régionale fédératrice et solidaire. Au Sénégal, nous avons, dès le début du processus, mis en place les mécanismes appropriés et à ce jour, plus de 150 km sur les 545 km représentant le tracé sénégalais ont été aménagés. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, créée en 2010, est à son deuxième plan d'action quinquennal. Aujourd'hui, l'objectif, c'est la synergie des 11 pays du tracé de la Grande Muraille Verte. On attend de chaque pays qu'il y ait des réalisations concrètes sur le terrain. Donc c'est des enjeux importants pour nous, c'est des défis qui sont là devant nous. Et nous avons fait de gros efforts sur la base de nos propres moyens. Bon, comme vous le savez, la Grande Muraille Verte, il ne faut pas que... Effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il s'agit de faire planter des arbres seulement, de faire une certaine... Non. Il s'agit de mener des activités pour essayer de permettre à nos populations de se fixer. La Grande Muraille Verte est un bon moyen pour prévenir le réchauffement climatique, mais aussi une solution idoine pour les activités agro-silvopastorales. Allez, parlons de tout à fait autre chose à présent. Les crèmes solaires, un produit précieux que la communauté des albinos a du mal à se procurer. Pour la deuxième journée dédiée à l'albinisme, leur maladie, l'accent a été mis sur un meilleur accès aux pommades et autres remèdes destinés à garantir leur bien-être. Aïssatou Peifal nous en dit plus dans ce reportage. Rejet, stigmatisation, oubli, marginalisation, les maux des albinos au Sénégal, beaucoup de préjugés et des difficultés au quotidien. La nouvelle approche Dieguesina, une réponse à tous ces problèmes. L'État s'organise pour rendre les produits pharmaceutiques disponibles pour accompagner cette couverture universelle et lutter contre l'exclusion. Notre ambition, c'est de faire en sorte que l'accès aux produits essentiels, et ce produit en fait partie, soit possible sur l'étendue du territoire. Et on va continuer à avoir un dispositif d'acquisition plus conséquent pour que ce produit soit disponible
et que nos compatriotes puissent en bénéficier. En 2002, 1093 albinos recensés. À ce jour, ils sont estimés à 2095, sans emploi, sans formation. Le président de l'association dit non à l'exclusion. Si on demande un autre regard, ça veut dire que le regard qui est en train d'être fait n'est pas un regard propice aux albinos. Ces albinos-là ne sont pas intégrés dans la société. Ils ont de difficiles accès donc aux soins de structures de santé. C'est tout un package qui demande vraiment l'implication des autorités. L'appel des albinos n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Une société s'implique pour améliorer leurs conditions de vie. Ils ont besoin de protection aussi, ça c'est un phénomène réel. Dans la prise en charge de cette maladie, nous nous sommes impliqués en faisant un don de médicaments, de vêtements, de chapeaux, de lunettes de soleil. Et aussi, nous nous engageons dans le plaidoyer de la réhabilitation de leur centre. Le cancer de la peau, une pathologie fréquente chez cette couche sociale, l'association des albinos appelle à une meilleure prise en charge. Et puis, le saviez-vous, il n'y a pas de mal à donner de son sang pendant le mois de Ramadan. Toutefois, il est préférable de le faire après la rupture du jeûne. C'est l'avis des médecins, mais aussi des islamologues sur la question. La journée don de sang, vous le savez, aura lieu demain, mardi, sur le thème, cette année, le sang, un lien universel. Au Centre national de transfusion sanguine, plus de 2000 poches de sang sont stockées. Une façon de se prémunir en ce mois de Ramadan où les donneurs risquent de se faire rare. C'est un dossier signé Mambiram Diouf et Mardia. Jeûner tout en donnant du sang, est-ce recommandé, professeur? Alors, bien entendu, nous écouterons un peu l'avis des imams, des oustas sur ça, mais je pense que sur le plan médical en tout cas, nous, tout ce qu'on recommande après le jeûne, c'est de se reposer, c'est de préférence également de boire effectivement beaucoup d'eau pour s'hydrater. Donc ça ne peut pas être réalisé pendant le jeûne. Le point de vue de l'islamologue. La personne qui doit donner son sang, s'il craint, n'est-ce pas, d'être affaibli ou de perdre ses forces, n'est-ce pas, et finir à rompre son jeûne, à la suite de cette opération, l'islam ne va pas cautionner du tout qu'il donne son sang, n'est-ce pas. Donc il peut attendre la rupture. Après la rupture, il peut bel et bien procéder à cette opération. Je rappelle que le jeûne est annulé par ce qui entre dans l'organisme et non pas par ce qui en sort. Pour éviter tout risque néfaste, il est souhaitable, dit le professeur Saliou Diop, de faire le don après la rupture. Il est préférable que, quand même, lorsqu'on doit donner du sang, qu'on le fasse à la coupure du jeûne. À la coupure du jeûne, et comme ça, après le don de sang, on va prendre sa collation, parce qu'il peut arriver qu'après le don de sang, qu'on puisse avoir parfois une petite hypoglycémie ou un petit malaise, et donc on le fait juste après la coupure du jeûne. Un acte noble, estime ces jeunes qui sont prêts à donner leur sang, même durant le Ramadan. Ça me dérangera vraiment pas. Parce que je n'ai donné mon sang. Sauver la vie des autres personnes. Pour l'instant, je suis prêt pour le faire. Parce que je suis là pour sauver les gens. Bon, les gens qui sont à l'hôpital et malades là-bas, je suis prêt pour les sauver, quoi. Pour l'heure, pas d'inquiétude sur le stock de dons de sang, rassure le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Nous estimons qu'il faut prélever entre 4000 et 5000 dons de sang par mois au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Régulièrement, donc, depuis janvier, nous avons entre ces chiffres-là, entre 4000 et 5000 dons. Pour le mois de Ramadan, on prévoit au moins de disposer de 3000 dons de sang. Et nous avons déjà actuellement un peu plus de 2000 poches qui sont en stock pour assurer. Et donc, nous pensons que durant le mois aussi, avec la mobilisation de la communauté chrétienne, nous aurons le gap pour permettre d'assurer la disponibilité au niveau pendant tout le mois. N'empêche, le centre rouvre ses portes aux donneurs de sang. Possibilité leur est aussi offerte de le faire au niveau des points de collecte installés à l'occasion du mois béni de Ramadan. Hors de chez nous, l'actualité internationale, c'est principalement 3 titres. Le débordement des hôpitaux de Misrata en Libye, du fait de nombreux blessés parmi les troupes affiliées au gouvernement. Le coup de balai au sommet de l'armée nigériane. Mais d'abord, les affrontements de ce week-end au Mali entre groupes d'autodéfense. Le récit de ce tour d'horizon est signé Daniel Diouf.
Au moins 8 personnes tuées ce week-end au Mali après des affrontements entre groupes armés. Des affrontements entre le groupe d'autodéfense des Touaregs et un autre mouvement d'autodéfense du Nord dénommé le Ganda Izo. Le conflit serait né de la volonté d'une milice Peul d'installer une base militaire dans la commune rurale de Gandamia, près de Douenza, dans la région de Gourma. Des attaques de ce genre se sont multipliées ces derniers mois dans cette région du Mali, où les djihadistes continuent de sévir malgré la signature d'un cessez-le-feu entre les groupes armés du Nord et le gouvernement malien. Coup de balai au sommet de l'armée nigériane, 38 officiers dont des généraux révoqués, certains d'entre eux cités dans des scandales financiers. Ils sont notamment accusés d'avoir détourné des milliards de dollars destinés à l'achat d'armes dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. D'autres seraient également impliqués dans des crimes économiques et financiers. Tous font l'objet d'une enquête de la Commission nationale anticorruption. Enfin, situation complexe pour les troupes affiliées au gouvernement en Libye, très en difficulté dans l'opération de la reconquête de la ville de Sirte. Ils sont des dizaines de soldats blessés qui attendent d'être transférés dans un centre de soins, mais les places sont limitées. Et les médecins de l'hôpital de Misrata tirent la sonnette d'alarme face au nombre de plus en plus élevé de blessés qui leur arrivent au fil des jours. Ils sont débordés par les blessés de la guerre contre l'État islamique. Pas assez de moyens pour prendre tout le monde en charge. La pénurie d'anesthésiants particulièrement préoccupante. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons tout de suite avec du basket. Premier galop d'entraînement des Lions en vue des Jeux Olympiques de Rio 2016. Il a été effectué ce matin au stade Marius Ndiaye. Le sélectionneur national a axé cette première séance d'entraînement sur les aspects fondamentaux et sur la mise à niveau des joueuses. Il s'est dit confiant avec un fort potentiel et des joueuses qui évoluent à l'étranger et qui peuvent donc faire la différence. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Mamadou Fall. Les images sont de Tierno Laurent Mendy. 18 Lions ont répondu à l'appel. Elles ont effectué leur première séance d'entraînement ce matin à Marius Ndiaye sous la supervision du sélectionneur national Moustapha Gueye. On a 18 joueuses, il manque Assou Traoré qui sera probablement là mercredi dans la soirée et Mamari Konatant dans la semaine. Donc c'est des problèmes administratifs qui font qu'ils ont des permissions assez spéciales. Une séance axée sur la mise à niveau des joueuses. Une première séance axée sur les fondamentaux. C'était ça qui était prévu. J'ai fait des ajustements pour anticiper le collectif parce que les filles ont assez bien réagi pendant une heure. Donc on a anticipé le programme de l'après-midi pour commencer les attaques. Mais le groupe se porte bien. Je pense que les filles ont commencé à toucher le ballon. Elles sont très enthousiastes. Maintenant, après, on verra au fil des séances ce que ça va donner. Avec un fort potentiel, l'entraîneur national annonce déjà une rude concurrence. Magali, Marie-Roche, Aïda et Lala Bintou viennent apporter un plus. Maintenant, on va les évaluer pour savoir ce que ça va donner. Après, il y a les jeunes, il y a les jeunes très prometteuses, les Khalidien, Aïcha, Yacine, qu'il faut voir. Vraiment, ils ont un potentiel réel. Maintenant, on va mettre tout le monde en concurrence pour avoir quelque chose de plus consistant. 2 séances d'entraînement sont prévues par jour afin de donner aux Lions plus de tonus avant les Jeux Olympiques de Rio 2016. Allez, nous quittons les parquets pour le gazon à présent. L'US Gorée en pole position pour remporter le titre de champion du Sénégal. Les insulaires se sont imposés sur le fil 1-0 face au stade de Mour plutôt. Une victoire qui leur permet de prendre la première place à une journée de la fin du championnat. Un reportage signé Chartidiane Diao et Younous Diata. Un but contre son camp à la 94e minute qui fait le bonheur de tout le peuple goréen. Le rêve est plus que jamais devenu accessible pour les insulaires qui viennent tout fraîchement de la Ligue 2. Aujourd'hui, on a joué un match héroïque. On savait dès le départ que ça n'allait pas être facile. Mais Dieu merci, on s'en est sorti. On rend grâce à Dieu. On vient de la Ligue 2. Donc nous, notre objectif, c'était de maintenir. Et Dieu merci, on est premier pour l'instant. Mais on garde les pieds sur terre. Dit qu'il nous reste encore un match. Donc il faut le jouer jusqu'au bout et espérer le gagner. Inch'Allah. Ouais.
Le coup est difficile à encaisser pour le Stade de Mbour, mais la détermination est là pour assurer le maintien lors de la dernière journée. Qui pouvait être utile, mais malheureusement nous l'avons raté. Donc je dirais tout simplement que les gosses se sont bien défendus. Ils ont fait par moments jeu égal avec les Gorée, mais malheureusement le but est venu. On ne s'y attendait pas vraiment. Travail, parce que nous aurons un adversaire de taille, NGB, mais comme c'est chez nous, on fera tout pour le battre. Pour cette ultime journée, Gorée jouera contre l'Olympique de Ngor, déjà relégué en Ligue 2, tandis que le Stade de Mbour recevra NGB. Et puis nous parlons tout de suite de Nyari Tali qui se sépare de son entraîneur Lamine Dieng. Ce dernier était à la tête du club depuis 2 saisons et demie, mais sans avoir réussi à remporter un seul titre. La défaite de son équipe dimanche face à l'US Ouakam, qu'il a éliminé de la course au titre, semble lui avoir été fatale. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'information qui continue sur votre site www.gfm.sn.